Quand les voiles de l'hypocrisie se déchirent, la réalité ne murmure plus, elle explose avec force. Âme sélectionnée, permettez-moi de vous révéler une vérité qui va vous secouer jusqu'au plus profond. Les recherches indiquent que chaque individu trompe son entourage à plusieurs reprises quotidiennement. Mais imaginez lorsque ces tromperies ne sont plus innocentes, quand elles se mutent en complots minutieusement élaborés pour saboter votre chemin prédestiné. Voici le revirement inattendu. Le Créateur ne se contente pas de contempler, il met au jour. Et quand il révèle, ce n'est pas avec une lenteur feutrée, mais dans une netteté cristalline qui ferme la porte à toute contestation. Durant de longues périodes, ils se sont imaginés comme des manipulateurs astucieux, orchestrant une partie d'échecs dans les ténèbres. À leurs yeux, vous n'étiez qu'un élément négligeable, une figure aisément écartée pour leurs intérêts. Pourtant, ils ont omis un détail crucial. Les cieux surveillaient chaque geste furtif, chaque projet susurré, chaque échange discret en arrière-plan. À présent, le plateau de jeu s'est inversé. Leurs tactiques dissimulées se transforment en exhibition publique, et les embûches qu'ils avaient préparées à votre rencontre deviennent pour eux des récits humiliants filmés au grand jour. Visualisez la scène de cette manière. C'est comparable à un individu consignant dans un carnet toutes ses intrigues malveillantes, et pour s'apercevoir que le Tout-Puissant l'a diffusé en une de tous les journaux accessibles à l'humanité entière. Avouons-le, une partie d'entre eux aspire sans doute à ce que le sol s'entr'ouvre, pour les avaler complètement. Cela dépasse la simple mise à nu. C'est une équité qui opère instantanément. Authentique, sans artifice, irréfutable. Et vous, l'âme choisie, vous vous positionnez au cœur de cette révélation, non en tant que souffrant, mais comme la démonstration incarnée que nulle machination obscure ne peut résister à l'éclat divin. Âme élue, si cette révélation divine a enflammé votre esprit et aligné votre cœur, avec la lumière éternelle, scellez votre destin en vous abonnant à la chaîne, où les vérités célestes continuent de se dévoiler. Inscrivez 99 dans les commentaires ci-dessous pour invoquer la puissance sacrée de la justice divine et appeler les bénédictions cosmiques à illuminer votre voie sacrée. Préparez-vous fermement, car l'analyse que je vais développer ne se limitera pas à vous faire acquiescer d'un signe. Elle vous poussera à ricaner devant la médiocrité de leur manigance et à vous émerveiller face à la perfection avec laquelle le Seigneur leur a renvoyé leur propre poison. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Point 1. Le conte caché s'est manifesté. Le conte caché qui s'est manifesté n'est pas une expression lyrique. C'est un bilan impitoyable recensant chaque insulte, chaque rictus prémédité, chaque service accordé en échange d'un mutisme, compilé avec une précision glaciale et incontestable. Des gestes mineurs, jadis considérés comme confidentiels, un texto effacé, une remarque anodine pour reporter la responsabilité, une suggestion d'aide qui masquait un guet-apens, émergeant sous forme d'annotations avec des repères temporels, des observateurs, des configurations récurrentes. Ces annotations se passent de théâtralité. Elles consistent en éléments banals, assemblés et disposés jusqu'à ce qu'une structure devienne flagrante. Ce conte ne condamne pas avec exagération. Il se borne à consigner. Et les consignations accomplissent ce que les cachotteries ne pouvaient. Métamorphoser une image publique en support tangible, puis en témoignage irrécusable. Lorsque les individus examinent ces preuves accumulées, ce qui paraissait être une personnalité se mue en mise en scène calculée, et cette mise en scène dévoile le but poursuivi. Ce conte est sans pitié parce qu'il ne s'appuie pas sur des émotions. Il s'appuie sur des faits concrets, des échanges écrits, des mouvements financiers, des comptes rendus de rencontres, des affirmations incohérentes, des manques de soutien muet au moment opportun. Chaque élément isolé est anodin, mais leur ensemble trace un plan d'action. Ce plan modifie le cours des événements,
puisque les annales privilégient les archives aux ouï-dire. Dès l'instant où ces éléments sont ordonnés en une suite intelligible, les partenaires cessent d'hésiter et optent pour une position. Le conte impose des débats systématiquement esquivés car il substitue les avis aux indices palpables. Le conte dévoilé génère également une agitation chez les impliqués. Les personnes qui se croyaient protégées du fait que leurs intrigues étaient ensevelies comprennent que cette protection n'était qu'un mirage édifié sur des éléments humains désordonnés. L'agitation engendre des faux pas, et ces faux pas enrichissent le conte. Les efforts pour modifier les annotations produisent des incohérences, qui se transforment en annotations supplémentaires. Plus ils s'acharnent à rectifier, plus le conte s'étoffe de lui-même. Pour vous, l'âme sélectionnée, ce conte agit comme un outil de validation. Votre authenticité n'exige pas de volume sonore. Elle requiert de la stabilité, et le conte valorise cette stabilité. Vos comportements routiniers, votre sincérité inébranlable, vos frontières nettes, vos propres traces deviennent l'opposition qui accentue leurs anomalies. Au cours des jours suivant la manifestation du conte, les organismes et groupes qui acceptaient autrefois les intrigues souterraines se confrontent abruptement à des informations limpides. Les normes sont imposées, les avantages annulés, des regrets qui manquent de conviction sont exprimés. Le conte ne poursuit pas la rétribution. Il impose la reddition de comptes. Cette imposition remodèle les liens et redistribue l'autorité. Ce conte dissimulé représente simplement le cosmos réclamant l'harmonie, mais de façon systématique, probante et irrémédiable. Point 2. Leurs récits ont commencé à se désintégrer en témoignages. Leurs récits se sont désintégrés en témoignages au moment précis où l'authenticité a refusé de demeurer enfouie. Longtemps, ils ont été persuadés que leur interprétation des faits perdurerait. Ils ont méticuleusement répété leur fabrication, supprimé les aspects embarrassants et s'en sont remis à leur coalition pour maintenir l'étanchéité du récit. Cependant, les récits possèdent une vulnérabilité intrinsèque. Ils demandent un suivi constant, des rappels itératifs et un silence complice pour perdurer. Une unique discordance suffit à faire fléchir l'ensemble sous sa propre masse. Ce qui sonnait raffiné se révèle alors comme une répétition mécanique. Ce qui persuadait antérieurement éveille désormais le doute. Chaque phrase réitérée perd de sa force et gagne en accusation. Cette désintégration ne survient pas via un écroulement spectaculaire. Elle progresse fragment par fragment. Un échange oublié réapparaît. Une séquence chronologique ne concorde pas. Une excuse est démantelée par un observateur, fortuit ignorant, porter une donnée essentielle. Brusquement, le récit ne subsiste plus indépendamment. Il nécessite des réparations, des rectifications, des adaptations. Ces réparations ne fortifient pas le récit, elles le rendent pathétique. Plus ils investissent d'efforts pour le sauvegarder, plus il devient manifeste qu'une anomalie existe. Une fabrication ne persiste que si elle reste élémentaire. Dès qu'elle se complexifie, l'authenticité commence à filtrer par les interstices. Pour vous, cette désintégration est simultanément éprouvante et émancipatrice. Éprouvante parce que vous mesurez l'ampleur des ressources mobilisées pour architecturer votre ruine. Émancipatrice parce que ces ressources s'effondrent sans intervention forcée de votre part. Les récits qui vous dépeignaient comme instables, vulnérables ou insignifiants se mutent en indices de la visée de leurs auteurs. Chaque terme employé pour vous, assaillir devient un brin extrait du tissu qu'ils ont confectionné. Ce qui était exhibé comme votre disgrâce se transforme en leur approche consignée. Cette métamorphose est définitive. Une fois une fabrication mise à jour, elle ne recouvre pas sa robustesse antérieure. Même si certains s'y cramponnent, le germe du scepticisme est implanté. Leur assurance s'évapore, leur fiabilité s'effrite, et le groupe qui les créditait devient vigilant. Cette désintégration ne se limite pas à valider votre position. Elle démontre leur inaptitude à supporter la charge de leur propre duplicité. Ce basculement les laisse dépouillés face aux individus qu'ils visaient à séduire. Et il élève votre authenticité sans que vous ayez à altérer un seul élément. Point 3. Votre souffrance s'est muée en guide vers leur modèle. Votre souffrance a quitté le
domaine du personnel pour devenir le guide le plus exact pour décrypter leur conduite. Chaque plaie, chaque engagement brisé, chaque instant où vous avez été relégué, s'harmonise avec d'autres instants analogues jusqu'à ce que ce qui ressemblait à une méchanceté fortuite dévoile une conception structurée. Ces instants se regroupent, le calendrier des assauts, les termes favoris pour vous désorienter psychologiquement, les renforts qu'ils invoquent, les pratiques d'ostracisme. En disposant ces occurrences côte à côte, le modèle surgit, non en tant qu'hypothèse, mais comme un manuel reproductible qu'ils déploient pour imposer leur domination. Ce guide altère radicalement le discours. Votre tourment n'est plus la preuve. Solitaire d'une infortune ou d'une lacune intime, il se convertit en une source d'information. Il désigne qui tire profit de votre mutisme, qui prospère lorsque vous êtes minimisé et qui a conçu l'environnement où votre expression serait submergée. L'opprobre qu'il tentèrent de vous attribuer se change en piste, détectable que les analystes, les proches et l'entourage élargi peuvent poursuivre. Cette piste met en lumière une motivation, pas seulement un résultat. Elle expose la structure sous-jacente à la malveillance. L'organisation au lieu du hasard, la planification au lieu de l'impulsion. Puisque votre souffrance constitue une information datée, elle autorise une authentification. Les versions autonomes commencent à se superposer. Des particularités jadis insignifiantes s'accordent subitement dans divers cadres. Ce qui évoquait un épisode unique se transmue en chaîne qui atteste d'une préméditation. Les individus qui ont adhéré à ce modèle durant des années sont démasqués, non via une dénonciation tonitruante, mais par une multitude d'affirmations sobres. Cette agrégation complique le rejet et anéantit la réfutabilité. L'évolution dans l'interprétation des faits impose des mesures tangibles. Là où ne subsistaient que des regrets sans transformation, émergent désormais des demandes de modification profonde, des mécanismes pour bloquer la réitération du modèle et des connexions réexaminées sur la base d'attitudes, prouvées plutôt que d'attraits, personnels ou de rang. Votre souffrance se convertit en guide préventif pour autrui. Elle instruit sur les frontières, les points de résistance, les distances à prendre, les interrogations à formuler avant d'accorder confiance. À titre individuel, cette cartographie transmute votre épreuve en force. Vous devenez moins impulsif et plus tactique, car vous disposez du schéma de leur fonctionnement. Vous anticipez les initiatives, vous immunisez contre les embûches réitérées, et vous désignez le modèle explicitement pour qu'il ne puisse être camouflé à nouveau. De cette façon, vos marques ne se limitent pas à signaler l'événement passé. Elles orientent ce qui adviendra. Elles garantissent que l'individu suivant ne traversera pas ce guide sans visibilité. Point 4. Le destin a cessé d'être une idée pour se muer en processus. Le destin a cessé d'être une idée pour se muer en processus lorsque les répercussions ont évolué de promesses discrètes à des dispositifs observables qui altèrent concrètement les issues. Cela n'équivaut pas à une rétribution ésotérique. C'est palpable. Accords résiliés, permissions annulées, droits ostensiblement supprimés. Ceux qui maniaient l'ascendant comme une valeur inaliénable découvrent abruptement que les institutions ferment les accès et que les contrôleurs interrogent. Lorsque les privilèges sont rétractés, cela dépasse l'inconfort relationnel. C'est l'élimination de soutien opérationnel. Les présentations s'évanouissent, les validations sont rétractées, les financements se volatilisent. Cette rétraction est calculée et précise. Elle vise à priver d'air vital les complots qu'ils ourdissaient. Les personnes qui ont édifié des trajectoires sur des conduits occultes apprennent promptement que l'ascendant exige un entretien régulier. Dès lors que les entités appliquent des directives, le cadre invisible qui soutenait les pratiques déloyales s'écroule. Les instances qui approuvaient autrefois les choix sans examen requièrent désormais des justificatifs. Les ententes négociées lors de repas luxueux finissent scrutées en pleine lumière. Cet écroulement organisationnel est ce qui les effraie par-dessus tout. Quand un cadre réagit, il le fait de manière impersonnelle et incontournable. Une entente annulée n'est pas un bruit qu'on peut adoucir par séduction. C'est des ressources et une position retirée au vu de tous. Ce destin opérationnel impose aussi une reddition de comptes élargie.
Les structures analysent qui a validé quoi, qu'a tiré avantage et comment la vigilance a défailli. Cela implique des analyses de danger, des ajustements réglementaires, des examens autonomes, des éléments apparemment monotones mais létaux pour les arrangements clandestins. Les navigateurs par privilège et voies détournées se heurtent à des protocoles uniformes. Indifférents au magnétisme personnel, les directives privilégient la clarté, l'antithèse de leur base opérationnelle. L'impact mental est sévère et prompt. Ceux qui tiraient de bénéfice du cadre ancien se sentent dénudés, non en raison d'une culpabilité spirituelle abstraite, mais parce que les piliers de leur domination sont effectivement démantelés. L'appréhension supplante l'orgueil et l'appréhension incite à l'imprudence. Ils accumulent les bévues qui nourrissent davantage le processus. En parallèle, les ensembles et les lésés observent des aboutissements concrets au lieu de signes symboliques. Discussions sur les compensations, restauration de droits, révélations ouvertes qui bloquent les réitérations. Pour vous, cette évolution du destin lyrique vers un processus actif signifie que l'équité devient anticipable et appliquée. Cela modifie les attentes face à une faute révélée. Plutôt que d'aspirer à une résolution, vous contemplez des méthodes qui fournissent une rectification substantielle. Cette assurance menace les oppresseurs, car elle pulvérise le mythe rassurant que l'autorité offre une immunité éternelle. Le processus ne triomphe pas, il applique. Et une application, contrairement à un bruit, redistribue l'autorité, réaffecte les moyens et forge des directives inédites pour les temps à venir. Point 5. Les observateurs ont transité de l'effroi vers la déposition. Lorsque les observateurs transitent de l'effroi vers la déposition, l'ensemble du dispositif occulte qui abritait les oppresseurs perd son énergie vitale. Les individus qui optaient pour le mutisme le faisaient car l'inaction paraissait plus sécurisante que de perturber un équilibre risquant de compromettre leur parcours professionnel, leur image ou leur connexion. Mais dès que la balance penche et que le péril du silence surpasse celui de l'expression, ces mêmes voix se muent en torrent d'attestations. La déposition dépasse les simples déclarations. C'est un phénomène en cascade. L'authenticité d'un individu libère celle d'un autre, et ce qui était un filet de confidence devient un ensemble vocal que les pouvoirs, les cercles et l'opinion ne peuvent plus éluder. La mutation est opérationnelle et prompte. Quand un complice d'hier s'avance, il fournit du cadre, des temporalités, des identités, des attitudes, des configurations. Ces précisions rendent les reproches contrôlables au lieu d'hypothétiques. Les scrutateurs abandonnent les cercles autour des bruits pour édifier des séquences temporelles. Les patrons et entités cessent de voir les griefs comme des différends, privés pour les aborder comme des dysfonctionnements globaux. L'onde d'une seule voix audacieuse active, souvent des investigations officielles, des vérifications comptables et des analyses légales jadis tenues pour impraticables. Transiter de l'effroi vers la déposition met aussi à nu le raisonnement social qui préservait l'oppression cachée. Les défenseurs des oppresseurs par fidélité, obligation ou intérêt commun affrontent un bilan éthique et juridique. L'inaction évoque désormais la collusion, et la collusion entraîne des pénalités. Mesures officielles, érosion de la confiance et l'humiliation collective d'être alignés sur le versant erroné des annales. Cette conscience accélère les dépositions, car nul ne désire voir son identité liée à des occultations ultérieures. Une conséquence supplémentaire est la dissolution de la réfutation apparente. Les oppresseurs s'appuyaient sur l'équivoque, les versions opposées, les dialogues confidentiels, et les scénarios de contradiction mutuelle. Des dépositions multiples comprimant cet équivoque en un discours unifié. Les dissonances dans le récit de l'oppresseur se distinguent plus aisément, et les vérités partielles perdent leur validité. Les versions agrégées des observateurs transforment des épisodes dispersés en une configuration stable que les entités doivent affronter. Pour les lésés, les dépositions des observateurs modifient le terrain affectif. La confirmation surgit avec des avantages opérationnels. La validation croisée solidifie les dossiers judiciaires. L'appui collectif se matérialise. Et la nécessité de démontrer chaque particularité en solitaire s'estompe.
Cet appui atténue la solitude et bloque les oppresseurs dans leur tentative de reconquête par la menace. Dès que les observateurs optent pour la déposition, la structure de soutien qui sauvegardait les fautes s'effondre promptement. Les liens fondés sur une sauvegarde réciproque se lézardent. Les trajectoires liées à l'inaction se défont et les maillages sociaux qui alimentaient l'oppression se désagrègent. La déposition métamorphose le cadre en substituant l'effroi par des dossiers, la solitude par l'union et la discrétion par des répercussions. Au moment où les observateurs privilégient l'authenticité à la prudence, l'édifice fragile entier commence à s'écrouler. Point 6. Leurs reflets se sont brisés en premier. Ils perçoivent, pour la première fois, leur propre image telle que le monde l'a discernée depuis longtemps, et cette perception fracture un élément intérieur. Les images lustrées qu'ils employaient pour diffuser assurance, maîtrise et efficacité commencent à exhiber des lézardes, justification hâtive, atténuation de la réalité, infidélité mineure, jadis, vue comme des astuces ingénieuses. Ce regard initial est perturbant, car leur essence reposait sur le leurre d'une invulnérabilité. Quand les reflets se brisent, cela impose une révision accélérée. L'agitation s'ensuit, car ils saisissent que leur aura n'était pas ancrée dans la substance, mais dans le masquage. L'agitation est périlleuse ici, car elle est sonore et patente. Un individu qui gérait antérieurement la tension par une falsification élégante vacille désormais, bredouille ou persiste avec d'autres falsifications. Ces réponses équivalent à des admissions gestuelles. Essayer d'atténuer la mise à nu par l'attrait ne réussit plus. Au contraire, cette tentative focalise sur les discordances qu'ils espéraient occulter. Les observateurs tractent les configurations et l'agitation en génère. Communications affolées, suppression de traces, affirmations publiques incohérentes que les analystes et l'entourage notent comme des pulsations régulières sur un instrument de mesure. Chaque initiative précipitée se mue en pièces supplémentaires de démonstration. Les dynamiques mentales sont élémentaires. Leur perception personnelle s'appuyait sur la domination du discours. La perte de domination les propulse en phase de préservation. Et la phase de préservation priorise les remèdes immédiats sur la protection durable. Voilà pourquoi les faux pas prolifèrent. Ils résilient un devoir et négligent d'en résilier un autre. Ils amendent une falsification en public, puis la contredisent en privé. Ils profèrent un regret modéré qui intègre une autodéfense dans la même expiration. Ces actes ne constituent pas des occultations astucieuses. Ils représentent les secousses incontrôlées d'un être incapable de synchroniser son rôle plus longtemps. Une autre répercussion est le retour sur image. Quand autrui discerne l'agitation, la foi s'évapore prestement. Les partenaires qui tiraient autrefois profit de la liaison commencent à s'éloigner, pas invariablement par droiture, mais par instinct de sauvegarde. Le maillage qui intégrait jadis les gènes mineurs considère maintenant chaque dérapage comme un fardeau. Cette distanciation précipite la chute car la solitude favorise des choix dégradés et moins de guide rationnel. En parallèle, l'individu démasqué interprète la situation comme une crise plutôt qu'une suite logique. Leur précipitation à corriger devient indice de faute. Les efforts pour restructurer le discours attirent l'attention car les individus confrontent instinctivement l'ancien lustre à la nouvelle agitation et détectent les écarts. Les reflets se sont brisés en premier, car la maîtrise de l'apparence était invariablement la strate vulnérable sur un fondement fragile. Quand cette strate se rompt, il subsiste uniquement le modèle brut de conduite, et l'agitation rend ce modèle indéniable. Point 7. Vous êtes devenu le critère éthique dérangeant. Vous êtes devenu le critère éthique dérangeant à l'instant où votre stabilité a mis en évidence le fossé entre leurs déclarations et leur existence réelle. Ils s'appuyaient sur les façades, les allocutions, les attitudes, l'engagement ostensible et une bienveillance orchestrée pour s'établir comme l'orientation morale dominante. Mais tandis qu'ils modelaient une apparence, vous existiez simplement. Vous n'aviez pas à orchestrer vos décisions. Votre droiture se manifestait par de modestes gestes récurrents. Votre approche des désaccords, votre respect des engagements, votre refus d'échanger l'authenticité contre un gain éphémère.
Cette sincérité muette est devenue l'étalon, contre lequel leurs exhibitions paraissent superficielles. Cette interaction ne concerne pas l'idéal absolu, elle touche à la fiabilité. Ils ont forgé des images sur une vertu importée, mais des images sans ancrage ne supportent pas l'inspection. Plus les individus opposent votre trajectoire équilibrée à leur vitrine fabriquée, plus la disparité les mortifie. Leur incompétence à adhérer aux critères qu'ils infligeaient aux autres engendre un malaise profond. Ce malaise s'amplifie en sphère ouverte, où le commandement dépend de l'acceptation. Ils ne peuvent plus se présenter comme les vertueux sans qu'un rappel surgisse. Sur votre gestion de circonstances, identique avec plus de franchise et moins de tapage, l'humiliation n'émane pas d'une dénonciation directe de votre part. Elle découle du fait que votre existence rend la dénonciation inévitable. Leur commandement se flétrit quand la droiture devient le repère. Car la droiture n'exige ni ovation ni approbation. Elle persiste simplement. Et bien qu'ils imitent les cérémonies de la vertu, ils ne peuvent reproduire ses résultats, une confiance qui émerge organiquement, un égard accordé sans contrainte, une adhésion qui surgit sans pression. Ces éléments sont générés par votre existence, et ils ne parviennent pas à les dupliquer malgré l'intensité de leur mise en scène. L'impact collectif est perturbateur. Les assemblées, jadis habituées à vénérer la tonalité la plus stricte, commencent à identifier votre stabilité discrète comme le véritable critère. Cette évolution prive d'autorité ceux qui s'appuyaient sur le spectacle. Numéro 8. Leurs alliances se sont effritées en isolement. Leurs alliances se sont effritées en isolement dès que la vérité a commencé à circuler comme un feu purificateur. Pendant des années, ils ont tissé un réseau de complices, basé sur des intérêts mutuels, des promesses chuchotées et des échanges de faveurs qui semblaient solides comme du roc. Ces liens n'étaient pas fondés sur une loyauté authentique, mais sur une peur partagée de l'exposition et une avidité commune pour le pouvoir. Quand la lumière divine a percé les ténèbres, ces alliances ont révélé leur fragilité intrinsèque. Elles étaient comme des chaînes rouillées, prêtes à se briser au premier choc. Les complices, autrefois unis dans le secret, ont commencé à se distancier les uns des autres, craignant que la chute d'un seul n'entraîne tout le groupe dans l'abîme. Ce processus n'est pas brutal et immédiat, mais insidieux et progressif. Un allié commence par ignorer un appel. Un autre annule une réunion sous un prétexte vague, et bientôt les conversations se font rares, les soutiens s'évaporent. Ce qui était un cercle impénétrable devient un vide béant, où chaque membre réalise que sa propre survie dépend de l'abandon des autres. Pour eux, cet isolement est une punition divine subtile mais dévastatrice. Sans leur réseau, leurs manigances perdent leur élan, leurs ressources s'amenuisent, et leur influence s'effrite comme du sable entre les doigts. La solitude forcée les confronte à leurs propres ombres, amplifiant leur panique et les poussant à des actes désespérés qui ne font qu'accélérer leur déclin. En revanche, pour vous, l'élu, cet effritement est une bénédiction masquée. Il libère l'espace autour de vous, permettant à de nouvelles connexions authentiques de se former, basées sur la vérité et la foi plutôt que sur la manipulation. Vos relations, ancrées dans la cohérence divine, deviennent plus fortes, formant un bouclier spirituel contre les résidus de leur complot. Cet isolement des coupables n'est pas une vengeance humaine, mais un rééquilibrage cosmique. Le Créateur sépare le bon grain de l'ivraie, isolant les toxiques pour que les justes puissent s'épanouir. Au fil du temps, cet effritement transforme les dynamiques sociales. Les communautés rejettent les alliances corrompues, favorisant des unions transparentes et éthiques. Les institutions, autrefois infiltrées par ces réseaux, purifient leurs rangs, imposant des codes de conduite qui privilégient l'intégrité. Pour les élus, cela signifie une élévation. Votre solitude passée se mue en une communauté divine, où chaque lien renforcé est une preuve de la providence. Cet isolement n'est pas une fin, mais un nouveau départ, où le vide créé par leur chute devient le terreau fertile pour votre ascension spirituelle. Numéro 9. La communauté divine s'est rassemblée autour de vous. La communauté divine s'est rassemblée autour de vous au moment où la révélation a agi comme un appel céleste, attirant les âmes alignées vers votre lumière.
Auparavant, vous vous sentiez peut-être isolé dans votre lutte, entouré de doutes et de faux semblants. Mais la vérité exposée a servi de phare, guidant les cœurs purs vers un rassemblement sacré. Ce n'est pas une foule hasardeuse, mais une assemblée choisie par le destin, composée d'individus qui reconnaissent en votre expérience leur propre appel à la justice. Chaque membre de cette communauté apporte une pièce au puzzle divin. Un témoignage discret, un soutien moral, une prière collective qui amplifie la force spirituelle. Ce rassemblement n'est pas fortuit, il est orchestré par une main invisible, où les connexions se forment naturellement, sans coercion, basées sur une résonance profonde avec la vérité divine. Pour les coupables, ce phénomène est terrifiant. Leur isolement s'accentue, tandis que vous gagnez en alliés, transformant leur ancien avantage en une faiblesse flagrante. La communauté agit comme un amplificateur de justice où les discussions partagées renforcent les preuves, les prières collectives invoquent une protection supérieure et les actions coordonnées empêchent toute tentative de retour en arrière. Sur un plan spirituel, ce rassemblement élève votre vibration. Vos douleurs passées deviennent des leçons collectives, vos victoires des inspirations partagées et votre présence un catalyseur pour l'éveil des autres. Les échanges au sein de cette communauté ne sont pas superficiels. Ils plongent dans les profondeurs de l'âme, explorant comment la foi a triomphé des ténèbres et comment la persévérance a déjoué les complots. Cela crée un cercle vertueux. Plus la communauté grandit, plus la lumière divine s'intensifie, repoussant les ombres résiduelles et protégeant contre de futures attaques. Pour vous, l'élu, cela signifie passer d'une bataille solitaire à une mission collective, où chaque âme rassemblée est une confirmation que Dieu assemble son armée pour les justes. Ce rassemblement n'est pas temporaire. Il s'enracine dans des valeurs éternelles, formant des liens qui transcendent le temps et l'espace. Les institutions et les sociétés, influencées par cette énergie, commencent à adopter des pratiques plus inclusives, favorisant la transparence et l'empathie. Ultimement, cette communauté divine n'est pas seulement un soutien, elle est la manifestation vivante de la promesse biblique que les élus ne marcheront jamais seuls, mais entourés d'une multitude guidée par le Créateur. Numéro 10. Votre force intérieure s'est éveillée en puissance inébranlable. Votre force intérieure s'est éveillée en puissance inébranlable lorsque les épreuves ont servi de forge divine, transformant vos faiblesses apparentes en une armure spirituelle impénétrable. Avant la révélation, les complots pouvaient vous ébranler, semant le doute et la fatigue, mais chaque exposition a agi comme un catalyseur, activant des réserves de résilience que vous ignoriez posséder. Cette force n'est pas musculaire ou intellectuelle, elle est ancrée dans la foi, une énergie divine qui coule comme un fleuve éternel, nourrie par la certitude que le Créateur combat à vos côtés. Le processus d'éveil est progressif et profond. Chaque mensonge démantelé renforce votre confiance. Chaque piège évité affine votre discernement. Et chaque douleur transmutée élève votre esprit. Pour les adversaires, cette transformation est déconcertante. Ils vous voyaient comme vulnérables. Mais vous émergez plus fort, leur renvoyant leur malice avec une sérénité qui les désarme. Cette puissance se manifeste dans les petites victoires quotidiennes, une décision prise avec clarté, une relation restaurée avec authenticité, une vision future alignée avec le divin qui s'accumule pour former une forteresse intérieure. Spirituellement, cet éveil connecte à une source infinie. Les prières deviennent plus puissantes, les intuitions plus précises et les actions plus impactantes, comme si le voile entre le monde matériel et le céleste s'amincissait. Vous devenez un canal pour la grâce divine, où votre force n'est pas égoïste mais rayonnante, inspirant les autres élus à éveiller la leur. Ce développement en profondeur implique une introspection guidée, revisiter les blessures pour en extraire la sagesse, pratiquer la gratitude pour amplifier l'énergie positive, et cultiver la méditation pour ancrer la paix intérieure. Les effets se répercutent sur votre entourage. Votre présence calme les tempêtes, votre parole guérit les doutes, et votre exemple motive les changements. Pour les coupables, cette puissance inébranlable est une barrière insurmontable. Leur tentative de retour échoue contre votre mur de foi.
Ultimement, cette force n'est pas une conquête humaine, mais un don divin. Rappelant que les élus sont forgés dans le feu pour briller comme des étoiles, illuminant le chemin pour les générations futures. Numéro 11. La guidance céleste a illuminé les chemins futurs. La guidance céleste a illuminé les chemins futurs au moment où la révélation a ouvert des portes invisibles, révélant des opportunités alignées avec votre destinée divine. Auparavant, les complots obscurcissaient votre vision, semant la confusion et le découragement, mais maintenant, avec les masques tombés, le Créateur déploie un plan clair, guidant vos pas avec des signes subtils et des synchronicités évidentes. Cette illumination n'est pas aléatoire. Elle est une réponse directe à votre fidélité, où chaque épreuve passée devient un jalon vers un avenir glorieux. Le développement de ce point implique une écoute active. Reconnaître les intuitions comme des messages divins, interpréter les coïncidences comme des directions célestes et aligner vos choix avec une sagesse supérieure. Pour vous, l'élu, cela signifie passer d'une navigation incertaine à une progression assurée, où les obstacles se mutent en leçons et les fermetures en ouvertures plus grandioses. Spirituellement, cette guidance renforce votre connexion au divin. Les rêves deviennent prophétiques, les rencontres providentielles et les défis des tests pour affiner votre âme. Les adversaires, en revanche, errent dans l'obscurité de leur propre création, leurs plans futurs s'effondrant sous le poids de leurs mensonges accumulés. Cette illumination s'étend à la communauté. En partageant vos insights, vous éclairez les chemins des autres, créant un effet domino de croissance collective. En profondeur, cela implique des pratiques quotidiennes. Journal spirituel pour noter les signes, prière pour demander clarté et action inspirée pour manifester la vision. Les résultats sont tangibles, carrière relancée sous une lumière nouvelle, relations épanouies dans la vérité et mission personnelle alignée avec un but supérieur. Cette guidance n'est pas passive. Elle exige une co-création avec le divin, où votre libre arbitre s'harmonise avec la volonté céleste. Ultimement, elle transforme l'avenir en un tapis déroulé par Dieu, où chaque pas est protégé, chaque tournant béni, et chaque horizon empli de promesses infinies pour les justes. Numéro 12. La victoire éternelle s'est scellée dans la gloire divine. La victoire éternelle s'est scellée dans la gloire divine lorsque tous les éléments de la révélation ont convergé en une apothéose spirituelle, affirmant la suprématie de la vérité sur toute ombre. Cette culmination n'est pas une fin triomphale humaine, mais une célébration céleste où les complots dissous laissent place à une harmonie restaurée, avec les élus élevés comme phare pour l'humanité. Le développement profond de ce point révèle que la victoire n'est pas temporaire. Elle est inscrite dans l'éternité, où chaque exposition passée devient un témoignage immortel de la justice divine. Pour vous, l'élu, cela signifie embrasser pleinement votre rôle, non plus comme survivant, mais comme vainqueur, rayonnant une gloire qui attire les âmes, éveillées et repousse les ténèbres résiduelles. Spirituellement, cette scellée s'accompagne d'une paix profonde, d'une gratitude infinie et d'une mission amplifiée pour propager la lumière. Les adversaires, vaincus par leur propre machination, servent d'exemple. Leur chute éternelle rappelle que nul ne peut défier le Créateur sans conséquence. En profondeur, cette victoire implique une réflexion holistique. Intégrer les leçons pour guider les autres, célébrer les miracles pour renforcer la foi, et projeter une vision où la gloire divine enveloppe tout. Les effets se manifestent dans tous les aspects. Santé spirituelle renouvelée, prospérité alignée et impact sociétal positif. Ultimement, cette victoire n'est pas une conclusion, mais un commencement éternel, où les élus marchent dans la gloire, témoignant de la puissance divine pour les âges à venir. Élus, si cette révélation a touché votre âme et renforcé votre foi, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages divins et de guidance spirituelle. Commentez 8/8 ci-dessous pour affirmer votre alignement avec la lumière éternelle et inviter les bénédictions célestes dans votre vie.